Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce lundi. Et cette vidéo assez spéciale, pourquoi? Déjà j'ai la patate, hein. Vous voyez que je commence la semaine, j'ai vraiment la patate. On commence la semaine toujours par une critique analyse du chapitre. Mais comme le chapitre est sorti plus tôt, j'ai fait ma critique analyse du chapitre le vendredi, et donc ce lundi, je n'avais pas de vidéo à faire. Et comme j'ai voulu tester un petit truc, j'ai décidé sur Twitter de vous laisser me poser des questions et j'y répondrai dans une vidéo. Pourquoi je n'ai pas fait la réponse aux commentaires comme des fois j'ai l'habitude de faire et qu'on me demande beaucoup? Tout simplement parce que le chapitre tel qu'il était, et avec la critique analyse que j'ai fait et les commentaires que vous avez mis, on est tous dans la même direction. Il n'y a pas eu vraiment de gros écarts et concrètement, je pense qu'il n'y avait pas grand chose à rajouter de plus que la critique analyse que j'ai faite. Donc je pense que ça ne servait à rien de faire encore une vidéo dessus, alors que ça aurait été redondant par rapport à tout ce que j'ai déjà fait. Là, ce qui a été bien, c'est que toutes les questions, vous m'avez posé à peu près 36, toutes les questions que vous avez posées, il y en avait plein qui étaient super intéressantes, et j'ai décidé d'en prendre 10, parce que on va répondre justement à plein de choses. La deuxième chose aussi, c'est que pourquoi je profite pas de ce lundi pour faire la critique analyse de l'épisode? Tout simplement parce que on peut regarder l'épisode de façon légale ce soir à 21h45 sur ADN. On peut aussi le regarder sur une chaîne, je crois que c'est Game One. Donc par respect envers vous et aussi envers leur travail, je ne fais que les critiques analyses que le mardi. Et comme c'est un épisode qui va être en plus assez excellent, d'après ce que j'ai eu ouï dire dans mes petites oreilles, eh bien demain on fera peut-être plusieurs vidéos dessus. Donc voilà, ça c'était la petite chose. On commence tout de suite par répondre aux questions. Pourquoi? Parce que je sens que c'est encore une vidéo qui va durer longtemps. Donc on est le soir, sortez les chips, le coca, le cassoulet et la bière. C'est parti pour cette vidéo. Twik, bonjour Twik. Question: lors de la toute première apparition de Nami dans le chapitre 8, on constate clairement que ses seins sont de proportions respectables. Comment expliquer qu'actuellement ils ont triplé de volume? Vont-ils exploser à la fin du manga? Trop de pression. Ceci est une très bonne question et je profite pour faire un petit rappel ici. Il faut bien différencier l'anime du manga. Au niveau de l'anime, les personnages sont dessinés par rapport à l'épisode directeur ou alors carrément au character designer. Et j'ai un très bon exemple. On a Nami au niveau de Water 7 qui avait des seins normaux. Normalement, je devrais trouver des cheatés que je vous placerai juste ici. Et il s'avère que dans l'épisode spécial, qui est sorti plusieurs années plus tard, c'est... déjà, j'ai oublié de le dire, mais le cheaté que vous voyez, c'est le character designer Kazuya Ishida, qui s'est occupé... Il s'occupe toujours d'ailleurs de faire beaucoup de personnages, et il essaye d'avoir un trait qui est proche de celui d'Ichiro Oda. Par contre, dans un épisode spécial qui est sur Enies Lobby et aussi Water 7, c'est par rapport à la mort du Mary, eh bien, on a une Nami qui est dessinée carrément différemment, avec des boobs absolument titanesques. C'est des trucs absolument de taré. Et on l'a aussi vu beaucoup au niveau de Dressrosa, où par exemple Rebecca, en fonction des épisodes, pouvait tripler en plus au niveau de ses boobs. Alors on va maintenant parler du manga et on ne va pas se mentir. Oui, il y a eu une très grosse évolution au niveau des boobs de Nami. Mais c'est normal. Pourquoi? C'est parce que tout simplement les lecteurs qui évoluent One Piece a 20 ans. Donc, les personnes qui lisent One Piece changent aussi et Ichiro Oda change aussi. Et c'est normal qu'il y ait eu cette évolution au niveau des boobs. Durant la pré-ellipse, les seins étaient quand même assez normaux. Ils suivaient une évolution, même si elle n'est pas logique anatomiquement, parce que c'est sûr que quelques mois, hein. Il y a que même si ça fait, je crois que il y a eu plus de 10 ans qui ont été faits au niveau de la pré-ellipse, au niveau du temps One Piece, il y a eu que quelques mois qui se sont séparés, donc Nami a vraiment grossi, mais c'est tout simplement, c'est par rapport à au lectorat qui lit One Piece. Il faut savoir que déjà en 2015, je crois, plus de la moitié des personnes qui lisaient One Piece, je crois, avaient plus de 20 ans, ou avaient plus de 25 ans. Donc voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que même si les personnages féminins ont des gros seins, on n'est pas dans du fairy boobs.
C'est-à-dire que tout est toujours suggéré. Et on l'a vu dernièrement au niveau de Wano Kuni. Les moments où on voit certaines parties d'une anatomie, c'est toujours caché. Soit par des bulles, soit par des nuages, soit par de la fumée. Enfin, vous voyez, il y a toujours quelque chose. Donc moi, je trouve que c'est bien, parce encore une fois, c'est hyper suggéré. Et dans le SBS 92, je vous invite à regarder ma vidéo, il parle aussi des kimonos, et par rapport aux boobs. Donc voilà. Bon, bah ça, c'était la première question. J'ai déjà pris beaucoup de temps pour répondre seulement que sur des boobs de Nami. Susucre Targaryen, coucou mon Susucre, j'espère que tu vas bien. L'arc Marineford est-il le dernier grand arc de One Piece à ce jour? Oda prend-il son temps? Alors, au niveau de la taille, c'est pas le dernier grand arc en tant que tel. Il y en a eu qui étaient plus, on peut prendre par exemple Dressrosa. Maintenant, au niveau intensité et tout ça, est-ce que c'est le dernier grand arc à ce jour? Je dirais non, parce que au niveau intensité, il y a des arcs qui sont venus là dernièrement, qui avaient plus pour moi d'intensité que Marineford. Marineford, pour moi, est celui qu'on garde en tête, parce qu'il y a le trauma de Ace, qui a traumatisé énormément de personnes. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi, il m'arrive en convention, quand je mets la planche de Ace, il y a des gens qui pleurent devant. C'est vrai, hein, je vous le dis, il y a des gens qui pleurent devant. Donc, voilà. Alors, pour moi, non, ce n'est pas le dernier grand arc qu'on a eu à ce jour. Et est-ce que Ichiro Oda prend son temps? Je trouve que oui, il prend son temps. Mais il prend son temps d'une bonne façon, c'est-à-dire qu'il nous raconte bien son histoire. Et ce qui peut nous paraître long à un moment, on comprend après pourquoi c'est long, parce qu'il a mis toute une chose qui a été fait justement après, et qui prend toute sa valeur. Par exemple, le coup qu'on ait le Colisée qui est assez long au niveau de Dressrosa, au début on se dit c'est seulement qu'un hommage par rapport à Dragon Ball, il n'y avait pas besoin de faire 4 angles, il n'y avait pas besoin de présenter autant de personnages. Sauf que les personnages après qui ont été présentés, c'est parce qu'ils font partie de la flotte. Donc il y a toute une logique qui est là. Donc voilà, là on a répondu un petit peu plus rapidement. Après nous avons One Piece France. Que penses-tu de Sogeking? Penses-tu qu'il va revenir et pourquoi? Sogeking, je l'ai vraiment adoré parce qu'il reprend, comme j'ai dit, les Sentai, les trucs comme Kamen Rider, Bioman, etc. Spilvan, pour ceux qui ont connu XOR. Hein, ça une cocaille, donc on va Spectroman pour les plus vieux d'entre vous. D'ailleurs, laissez-moi dans les commentaires si vous connaissez Spectroman, mettez un pouce bleu. C'était un hommage à ça, et justement c'est tout un pan de l'histoire d'Ichiro Oda qu'il a voulu justement représenter ici, et c'est un truc qui est repris après au niveau du Germa Double Six. Penses-tu qu'il va revenir et pourquoi? Non, il ne reviendra pas. Ceci a été un ressort scénaristique qui avait été mis en place. Maintenant, Sogeking n'a plus lieu d'être parce qu'on a tout simplement God Usopp. Donc voilà, maintenant, question de Rémi Lotte. La hype autour de Zoro est-elle justifiée? Mais oui, bien sûr. Je deviens complètement fou. Alors, sérieusement, la hype autour de Zoro était justifiée? Oui, parce que Ichiro Oda, il nous a construit un personnage qui, on va pas se mentir, est le plus badass de tout l'équipage. Pourquoi? Parce que tout simplement, il fait peu d'apparitions. Mais quand il fait des apparitions, c'est des trucs qui nous en foutent plein la gueule. Luffy fait plein d'apparitions, Luffy est le héros principal, donc on le voit tout le temps, il a toujours plein d'attaques, il a toujours plein de trucs, donc je dirais pas qu'on est un petit peu blasé, mais on s'attend à des trucs qui vont arriver. Zoro, on l'aime tellement, et il a toujours eu des moments tellement excellents, qu'on attend toujours l'arrivée de Zoro pour se dire « Ah putain, il va se passer ça ». Il est sûrement pour moi l'un des personnages les mieux traités d'un point de vue de son utilisation, d'un point de vue du suspense, d'un point de vue du climax de fin. C'est-à-dire que quand on a un truc où il y a Zoro qui va s'amener, on sait, et regardez le dernier chapitre qu'il y a eu, je l'ai vécu, c'est ce qui a fait une grande partie du succès de ce chapitre. Alors, il y a des personnages qui sont beaucoup plus profonds au niveau de la narration.
Mais Zoro, il a ce côté badass. Et je pense que Ishiroda, quand il veut foutre une bonne grosse claque dans la gueule, il s'est dit, ok, là, on va utiliser le petit moment Zoro. Et ça, je trouve que c'est bon. Donc oui, pour moi, la hype qu'il y a autour de Zoro est justifiée parce qu'elle est entretenue par Ishiroda, tout simplement, du fait du peu du peu de fois qu'il est mis en valeur. Vous comprenez? Voilà, c'est le petit truc. Un retour d'Ener dans l'œuvre serait-elle justifié et logique? Alors, concrètement, c'est parce que il me semble que, et plus ça va, plus je me pose des questions, il me semble que c'est Ishiroda qui a dit que Ener devrait revenir. Mais concrètement, quand on voit l'œuvre évoluer, il n'a plus de place scénaristique au niveau de l'œuvre. Ener, il a fait son temps, il a fait son truc, il s'est terminé. C'est comme le retour de Crocodile. On le voit un petit peu, mais en quoi Crocodile va être intéressant? Le seul élément qui pourrait être intéressant, c'est par rapport au secret qu'on pourrait avoir au niveau de Marijoa et du siècle oublié, qui ferait que il y aurait un gros truc par rapport à lui. Et même le Crocodile En gros, il faudrait qu'on ait au niveau du siècle oublié une violence de la population envers le gouvernement mondial qui ferait que tout le monde serait contre le gouvernement mondial. Voilà, c'est un petit peu le chose. Mais Ener, je comprendrais pas ça à son arrivée. Et encore une fois, si Shiroda le ramène, je ne pense pas qu'il le ramènerait par un fan de service. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'il a déjà prévu en amont. Le granit marin, c'est Oda qui se perd ou c'est nous qui n'avons jamais rien compris? Franchement, le granit marin est une énigme. C'est franchement une énigme. Le granit marin enlève la force, mais on voit aussi qu'il empêche l'utilisation du haki. Alors comme je l'ai dit, le haki de l'armement est peut-être lié à la force du personnage. Donc vu qu'il a des menottes en granit marin, il n'a plus assez de force pour utiliser complètement le haki. C'est le haki, mais encore une fois, le haki de l'armement, non pas le haki d'observation ou le haki des rois. Donc voilà, c'est la seule chose que j'aurais comme explication par rapport au granit. Mathias, t'aimes les amiraux ou question, les amiraux sont-ils sous-estimés par rapport au Yonkou? J'ai eu durant la Medinasia, les mecs, vous vous reconnaîtrez, salut à vous, on a eu une très très grande conversation par rapport aux amiraux. Et par rapport à leur puissance, et même la question était, est-ce que Luffy maintenant est-il du niveau des amiraux? Alors déjà, est-ce que les amiraux sont du niveau d'un Yonkou? Pour moi, il y a différents niveaux par rapport aux amiraux. Je pense que c'est pas parce que je l'adore ce personnage, mais je pense que Akainu est quand même à un super au-dessus des autres amiraux. Je prends conscience de ce que je viens de dire, il y a du fanboyisme dedans. L'autre chose aussi qui se passe, c'est que on a vu qu'un Yonko par rapport à un amiraux, Akainu s'est fait violer par Barbe Blanche à l'Arctique de la mort quand il a tué Ace et que Barbe Blanche est devenu complètement fou. On a vu la peur dans les yeux de Akainu. Et je pense que peut-être à ce moment-là, Akainu a pris conscience de quelque chose et peut-être qu'il s'est entraîné pour devenir plus fort. Je pense qu'on aura le retour d'un Akainu qui va être vraiment hyper puissant. Akainu a gagné contre Aokiji. Le combat qui a duré plusieurs jours. Je pense que Akainu était à un niveau au-dessus d'Aokiji, même si Aokiji est beaucoup plus classe. Enfin, pas plus classe. Il y en a qui vont plus aimer Akainu, enfin Aokiji que Akainu. Akainu est totalement détestable. On en reparlera après, plus tard. Maintenant, est-ce que Akainu est d'un niveau d'un Yonkou actuellement? J'aimerais dire oui parce que j'adore ce personnage et je veux quelque chose en lui. Mais je pense que les Yonkou sont vraiment à un niveau hyper élevé au niveau. D'ailleurs, je vous dirais même quelque chose qui va faire hurler plein de personnes. Est-ce que Mihawk est un niveau d'un Yonkou? Je ne sais pas. Et je me suis toujours refusé à faire cette vidéo et je ferai la vidéo sur la puissance au niveau de One Piece
Parce que regardez, rien que là, dire, ce qui est sûr et certain, c'est que par rapport au traitement que les amiraux ont, ils sont totalement sous-traités dans One Piece. C'est-à-dire que les amiraux, on les voit presque pas. On les a vus à Marineford et après on les revoit pas. Leur puissance est seulement toujours que teasée par rapport à ce que nous fait Ichiro Oda. Et je pense que au niveau du gouvernement mondial, il y aura quelque chose qui va se mettre en place. Là d'ailleurs, il est en train de se passer quelque chose à la rêverie. Je ne peux pas en parler pour ne pas spoiler ceux qui ne font que regarder l'anime. Voilà quoi. Donc, le fait que les sous-amiraux sont sous-estimés, c'est aussi en fait dû à la narration d'Ichiro Oda qui les met pas beaucoup en valeur. C'est une question de Mathias, je sais pas si je l'ai dit. Gurdil, les inspirations d'Ichiro Oda, ça pourrait être une série, tu fais ça par arc ou par saga. Franchement, je vous le dis, franchement, si j'avais de l'argent, j'ai une idée en tête, un truc qui serait absolument fabuleux, ça serait faire le tour du monde ou aller dans certains endroits et vous faire des vidéos sur des visites d'endroits qui ont inspiré Ichiro Oda. J'étais en Espagne, à Barcelone, il y a plusieurs années avec ma petite femme et justement on a été au village de, je crois que c'est le village de Gulli. C'est un peintre complètement fou espagnol qui a fait d'ailleurs la cathédrale au niveau de Barcelone. Je vous fais ça que de tête, j'ai pas eu le temps de faire recherche, mais je sais que ça c'est repris justement de Dressrosa. Donc je ferai une vidéo là-bas où je me baladerai et je parlerai de vous, je parlerai de certains plans qui sont à l'égal de ce qu'on a au niveau de Dressrosa. J'aimerais bien aller à Venise par rapport à Water 7, j'aimerais bien aller dans des endroits par rapport à des personnages, vous faire un petit truc avec Paul Narev par rapport à c'est con mais oui, par rapport à Doflamingo, j'aimerais bien aller en Chine, j'aimerais bien aller au Japon, là en ce moment, tout ce qui se passe avec Wano Kuni, j'aimerais bien aller à l'endroit du pont, j'aimerais bien aller à l'endroit où s'est passé plein de trucs, j'aimerais bien faire des vidéos découvertes comme ça, je suis sûr que ça plairait, mais malheureusement, je ne peux pas le faire, tout simplement par problème d'argent, on va pas se mentir, on a déjà du mal à vivre tout simplement, donc on va pas partir dans des délires comme ça, mais c'est vraiment un truc que j'aimerais faire, ça serait vraiment, vraiment excellent. Et maintenant, faire tout simplement une vidéo où je suis chez moi. Parce que tu me diras, il n'y a pas besoin d'aller à l'étranger pour aller faire une vidéo là-dessus. Oui, ça serait vraiment génial, mais j'ai déjà tellement comme chose en tête à faire. Et je voudrais que ça fasse partie d'un tout. Je sais qu'il y a eu un moment, un mec qui a... Franchement, si j'étais jeune et pas marié, je ferais carrément un tour du monde One Piece. Ça serait un truc complètement fou. Ça serait un truc complètement malade. Après, Hervé, je vais dire ça comme ça. Question toute bête, mais en soi. Qu'est-ce qui fait de One Piece une œuvre à part, différente des autres shonen et grande et peut-être plus grande que d'autres séries cultes différentes des autres shonen et grandes et autres grandes séries cultes. C'est parce qu'il y a eu une inversion dans le truc. Alors, j'ai lu quand même énormément de mangas et j'ai regardé énormément de séries en anime et One Piece a une part vraiment particulière dans mon cœur et même ce que je ressens au niveau de One Piece est totalement différent des autres. Je dirais pas qu'elle est meilleure parce qu'elle a ses défauts, mais je dirais que One Piece est l'œuvre pour moi peut-être la plus complète. C'est-à-dire que tout le monde peut se retrouver dedans. Tout le monde peut l'aimer. Si les personnes prennent le temps, si elles arrivent à partir du fait du nombre de chapitres et du nombre d'épisodes, One Piece a tout en place pour séduire la mamie, le papy, la fille de 6 ans, enfin petite 6 ans peut-être pas, on va peut-être pas enfin la fille de 10 ans, la fille de 18 ans, le mec de 30 ans, le mec de 25 ans, enfin il est capable de réunir tout le monde par rapport à une œuvre, et c'est ça, c'est vraiment que cette œuvre est d'une richesse qui est absolument incroyable, et il y a plusieurs thèmes différents qui sont dedans. Et comme je l'ai dit, One Piece, on peut rigoler, on peut pleurer, on peut être hypé par certains combats. Il y a un petit peu de fan service dedans. Enfin, vous voyez, le fait, c'est que
Eiichiro Oda a réussi à prendre plein de choses, les mettre à la sauce et les sublimer. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris ce qui marche à droite et à gauche, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait un manga où il dit ok, il y a ça qui fonctionne, il y a ça qui fonctionne, il y a ça qui fonctionne, donc je vais le placer, je vais le placer, je vais le placer. Non, il n'a pas fait du tout ça, il a vraiment réussi à s'approprier des choses et les sublimer. Et encore une fois, peut-être pour moi, la grande force de son œuvre, c'est qu'il met la narration et l'histoire avant les combats. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas un prétexte à mettre des combats en avant. L'histoire qui est là, c'est vraiment une histoire qui veut nous raconter. Et en ça, pour moi, c'est peut-être en ça qu'il va révolutionner le shonen. Et en un sens, il va peut-être... Alors attendez, hein, c'est peut-être le fanboy qui est en train de parler, mais je veux dire qu'il est en train de mettre quelque chose à un tel niveau que il va être difficile d'atteindre son niveau et même, pourquoi pas, de le surpasser. Et on est en train de le voir, on en parlait justement au dernier coup avec Maxime, et même avec les membres de la team, on est peut-être en train, à cause de One Piece, de dire adieu au roman fleuve. Enfin, au roman fleuve, aux œuvres fleuves. C'est-à-dire que les œuvres, maintenant, vont faire 200, 300, mais vont peut-être s'arrêter à ça. Ça va être un grand maximum. On s'est peut-être terminé les œuvres qu'on va avoir sur plus de 1000 chapitres. Voilà, ou même plus de 500 chapitres tout simplement. Donc voilà pour moi, en quoi pour moi est une œuvre vraiment à part. Après on a Kumbamba, comment l'auteur a-t-il rendu son œuvre extensible, genre à la Star Wars, à toujours pouvoir ajouter du contenu et rester cohérent. On sait que 5 ans auraient suffi pour One Piece et à l'heure actuelle. Ok. Il confirme que et à l'heure actuelle, il confirme que c'est toujours la même fin qu'il a en tête. Alors, on reprend un petit peu ce que j'ai dit peut-être en amont. C'est-à-dire que oui, au début, Eiichiro Oda n'avait prévu que son œuvre sur 5 ans, c'était une œuvre qui était beaucoup plus condensée, et c'est le fait que ce soit le succès qu'il y a eu au niveau de son œuvre qui lui a permis de toujours la développer autant. Je pense que Eiichiro Oda, quand il a fait son œuvre au tout départ, qu'il l'avait vraiment en tête, il y avait par rapport à... Enfin, il y avait différents éléments qui allaient intervenir et qui étaient structurés. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, il a espacé ses mouvements et il a rajouté des choses en amont qui ont toute une logique. C'est-à-dire que le squelette en tant que tel existe depuis très très longtemps, mais il ne fait que grossir son œuvre. Donc, on a le fait que les Shichibukai aient été rajoutés à la dernière minute, justement pour allonger tout ce qui s'est passé au niveau de Chabondi et créer une sorte de concurrence à Luffy pour devenir le seigneur des pirates, c'est peut-être pas quelque chose qu'il avait eu en amont. Il y a peut-être que moins de personnes. Les Yonko étaient déjà présents au niveau de One Piece. Pourquoi ? Parce que ils étaient tout simplement ces éléments qui allaient permettre à Luffy d'évoluer pour atteindre ce statut de seigneur des pirates. Mais tout ce qui se passe, même peut-être que la trame au niveau du siècle oublié, il l'avait en tête et là maintenant il est en train de le développer. Et il l'a développé peut-être à travers des arcs. L'arc de Skypiea par exemple est peut-être un arc qui a été rajouté dans un but final par rapport au siècle oublié. Enfin, vous voyez, c'est de la pure spéculation ce que je suis en train de faire. Mais ce qui se passe, c'est qu'il avait bien des passages obligés qu'il avait en tête, qu'il a éloignés les uns des autres pour rajouter du contenu qui vont avoir un intérêt, qui ont eu un intérêt déjà, d'où le foreshadowing bien sûr. Et ce qui se passe, c'est que le final qu'on connaît, eh bien peut-être qu'il l'a rallongé. Donc voilà, et c'est en ça que son œuvre est toujours aussi cohérente, parce que c'est quelqu'un qui avait déjà toute une finalité, tout un schéma en place. Donc voilà, c'est assez dur à répondre cette question. Akagami no Dani, j'ai 3 thèmes. La place des femmes dans One Piece, Akainu, pourquoi aime-t-on le haïr, et One Piece et la discrimination ou le racisme. 3 thèmes vraiment excellents. Premièrement, la place des femmes dans One Piece, pour moi qui serait peut-être l'un des défauts au niveau de One Piece, ils sont présents. Les personnages sont présents. On a la mère de Robin qui a été bien écrite. On a Vivi qui est vraiment qui est assez bonne. Mais d'un autre côté, on a des choses qui sont Pudding par exemple.
Pudding qui est très très bien écrit, Pudding qui est vraiment excellente. Mais d'un autre côté, on a des personnages qui sont un petit peu, je dirais, dans l'archétype niaiseux. On a Shirahoshi, on a Rebecca, un personnage que j'ai vraiment détesté. Rebecca, on a quoi d'autre qui est la Smoothie. Pourquoi est-elle là? On se pose encore la question. Donc voilà, alors la place des femmes en tant que... On est dans un shonen. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un shonen qui arrive à avoir un je sais même pas si ça se dit lectorat. Il faudra que je fasse une recherche juste avant. Mais il y a énormément de personnes tellement différentes qui lisent que... Je trouve dommage qu'ils ne mettent pas plus en avant, ne serait-ce que dans l'équipage Robin. Le Robin, j'aimerais bien qu'elle soit beaucoup plus utilisée. Donc oui, la place des femmes dans One Piece, je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais on est aussi, il faut savoir aussi que c'est aussi une représentation du monde actuel. On a eu Amazon Lily par exemple, où les femmes étaient quand même bien mises en avant parce qu'elles étaient que là. Mais... Les femmes, malheureusement, sont toujours énormément sous-traitées et sous-cotées dans la plupart des choses, ne serait-ce même aussi qu'au cinéma. On parlera bien sûr du Marvel Universe, ça bien sûr c'est pris par rapport aux comics, mais voilà, il y a toute cette chose, et malheureusement, oui, la place des femmes dans One Piece est peut-être pour moi l'un des gros défauts de One Piece. Akainu, pourquoi aime-t-on le haïr? Alors là, j'ai dit une phrase, et je maintiens cette phrase, c'est que tout le monde déteste Akainu parce qu'il a tué Ace. Non, il n'a pas tué Ace. Ace s'est suicidé sur le bras d'Akainu. Akainu voulait tuer Luffy. Bon, il voulait tuer aussi Ace. Il l'aurait tué après. Mais à la base, c'est Ace qui vient s'empaler sur son bras. Et là, je voudrais faire aussi un coucou à Mihawk de Twitter. J'avais mis cette phrase à une réponse par rapport à un tweet qu'il avait fait au niveau de Akainu. Et j'avais expliqué un petit peu ma vision d'Akainu. Et je trouve que sur Twitter, Mihawk a une communauté qui est vraiment excellente. Les mecs, ils se sont répondus. Alors, il y en a toujours un ou deux qui part en live. Mais Twitter est tellement un pot à merde. Autant dire ce qu'il faut, hein. Twitter est vraiment un pot à merde, encore plus que Facebook, c'est-à-dire qu'il y en a certains derrière leur écran, ils se protègent, ils écrivent des grosses conneries où ils auraient même pas les couilles de dire 1/10 de ce qu'ils pensent. Moi, je le dis devant les vidéos, des fois quand quelqu'un me fait chier ou quand il se passe quelque chose, j'hésite pas à le dire. Et ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment adoré sa communauté parce que il y a eu plein de réponses et c'est jamais parti en live. Et qu'il fait au niveau de Twitter, je trouve qu'il a une grande place au niveau de la communauté Twitter One Piece, et il fait un très très bon boulot. Donc là, j'en profite justement pour lui faire un gros coucou. Et Akainu, tout le monde aime le haïr parce que tout simplement il a été bien construit. Ce mec-là, moi je ne le hais pas parce que je le comprends. Alors je n'accepte pas ce qu'il fait, mais c'est un mec qui est binaire. Lui, il a une vision de la justice, et qu'importe ce qui va se passer, ce qui importe pour lui, c'est le résultat. C'est-à-dire que quand il envoie un Buster Call ou un autre truc, il va tuer toute une population, il va tuer aussi des enfants, mais c'est pour protéger le secret qu'il y a au niveau du siècle oublié, car si ce secret existait, ça serait le monde de One Piece serait à feu et à sang, et donc il y aura des millions de morts. Alors après, on passe sur une autre question. Est-ce que il est juste de tuer 1000 innocents par rapport à des recherches de quelques personnes pour protéger des millions de vies? Ceci est une autre question. Lui, il s'est posé... Non, même pas. Il s'est pas posé la question. Il le fait. Et il est juste envers ce qu'il est. C'est-à-dire que le matin, il se regarde dans la glace... J'ai tué plein de personnes, mais je m'aime. Il va tuer des mecs de la marine. Parce que pour lui, ils ne sont pas dignes d'être dans la marine, parce qu'ils ne sont pas dignes de mettre en place une justice qui permettrait la population. Ce n'est pas un enculé de pirate. Il ne va pas tuer pour le plaisir. Même s'il est un petit peu sadique, quand il tue par nécessité. Quand il décide de tourner la tête... merde, comment il s'est dit? Il lui dit ah, tu es trop con mon fils. Ah putain, comment il s'appelle l'araignée au niveau de l'équipage de barbe blanche, je me rappelle plus son nom, mais vous voyez, Squardo, merci beaucoup. Squardo, s'il arrive à lui retourner l'esprit, c'est parce que Squardo c'est un gros con.
Ça s'appelle de la manipulation mentale. Et en plus, c'est bien parce que c'était Squargo qui allait tuer. Donc lui, il se bouge pas. Il a une action sans justement mettre. Il neutralise la menace de Barbe Blanche avant qu'il y ait plein de marines qui soient morts. Donc non, c'est logique. C'est Squargo qui est trop con. Point barre. Donc non, pour moi, Akainu est vraiment un bon personnage et c'est peut-être même, je le dis beaucoup ça, mais c'est un personnage qui est extrêmement bien écrit. Et si les gens ont tellement de haine envers lui, c'est parce que Ishiroda a mis plein de choses en lui pour faire qu'on le déteste et faire aussi qu'on l'apprécie. Moi, Akainu, je l'adore. Bon, d'accord, je sais, à cause de ça, j'ai perdu au moins 10 000 abonnés, mais je m'en fous, je le dis. Et One Piece et la discrimination, le racisme... Bon, on ne parlera pas politique, parce que je vais essayer de me calmer. Mais normalement, si vous regardez un petit peu mes vidéos, si vous regardez un petit peu mon Twitter, vous savez un petit peu de quel côté je suis. Donc voilà. Oui, c'est l'une des plus belles choses justement de One Piece, c'est la discrimination et le racisme, le fait que le One Piece, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être qu'on soit tous unis, le fait que les hommes poissons vont pouvoir venir à l'air libre et vivre parmi les humains sans être discriminés, pareil pour les ministres, pareil pour les grands, pareil pour les gens de couleur. Alors même si, bien sûr, je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de personnes noires au niveau de One Piece, il y en a quand même quelques-uns, on va pas se mentir, mais c'est pas quelque chose qui est mis quand même un petit peu en avant au niveau de One Piece. Mais oui, il y a un très gros message là-dedans. Et la discrimination ou le racisme se fait bien sûr par rapport à la couleur, mais il y a aussi une très très grande... il y a un très très grand racisme envers les origines sociales des personnes. Il y a aussi un racisme envers les handicapés. Et oui, faut pas se mentir, le fait qu'il y a presque pas d'accès au niveau des handicapés, qu'il n'y ait pas grand chose qui est fait pour pouvoir les aider ou tout ça, c'est une forme de racisme parce que nous, on les oublie. Voilà, donc non, c'est bien justement qu'il y ait des choses comme ça qui doivent être faites, et c'est un truc auquel je me bats beaucoup. Moi, je fais partie aussi de ces gens qui donnent beaucoup. Ça aussi quelque chose que c'était que là je suis en train de partir, hein. Je suis en train de partir, mais ça c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup au Canada. Au Canada, on donne beaucoup aux gens qui sont dans la rue. Nous en France, on n'ose même pas les regarder. Moi, je donne, je leur dis bonjour. Même si vous pouvez pas donner, vous pouvez dire au moins un bonjour. C'est pas parce que vous les regardez pas qu'ils n'existent plus. C'est vraiment quelque chose de très important. Il faut penser la chose, justement, par rapport à la discrimination ou le racisme, que quand on a du racisme ou de la discrimination, c'est parce qu'on pense seulement qu'on pense que pour soi ou que pour les personnes qui sont avec nous. Alors qu'il faut penser en globalité des choses. Et si on pense en globalité, c'est beaucoup mieux. Alors il ne faut pas être jaloux des autres non plus. Hein. S'il y en a qui réussissent, tant mieux pour eux. Je veux dire, je ne suis pas contre des mecs qui gagnent plein d'argent. Si les mecs, ils ont bossé pour, moi, je suis d'accord. Ce que je suis pas d'accord, c'est qu'on écrase les autres pour pouvoir... Je suis d'accord qu'on monte, mais je peux pas qu'on monte qu'en marchant sur la gueule des autres. Après, par contre, c'est ma façon de penser. Hein. Je peux être totalement... Je peux être soit trop utopique, soit complètement idiot, soit complètement con. Alors ça, je l'avoue totalement, ça. Mais la seule chose, c'est que, moi je le répète encore, je l'ai dit par rapport à Kainu, c'est-à-dire que moi, quand je me réveille le matin, quand je me regarde ou quoi que ce soit, ou quand je pense en arrière, il y a très peu de choses que j'ai honte. Il y a quand même des choses que j'ai honte, je vais pas mentir. Hein. Je suis un humain, je suis un enculé comme tout le monde. Mais voilà, j'ai plus de choses que je suis fier que des choses que j'ai honte. Donc voilà, oulala, là on a eu un bon petit passage de live du doc. Ok, et la dernière c'est Jérémy Go, les bons et mauvais messages transmis par Oda. Notamment le pardon qui est juste affreux, jamais je te pardonnerai à chaque arc, c'est horrible. Ou alors Luffy pardonnera à quelqu'un à la fin de One Piece après qu'on ait revu tous les flashbacks de non-pardon. Alors, Jérémy Go, déjà, un gros coucou à toi. Alors, je ne trouve pas que... je trouve pas qu'il y ait de mauvais message qui a été transmis au niveau de One Piece. Et le non-pardon, par exemple, tu vois, un enculé comme Ener,
le non-pardon, il est justifiable. Parce que c'est un gros enculé et il pensait à lui avant de penser aux autres. Le coup de Crocodile, c'est quand même un gros enculé aussi. On va pas se mentir là-dessus. Et pourtant, au niveau de Marineford et d'Impel Down, il s'est quand même passé quelque chose. Justement, je trouve que One Piece est quand même un manga où le pardon est quelque chose qui est énormément mis en avant. On a par exemple le Usopp qui a fait pleurer tout le monde au niveau à la fin de Enies Lobby. Voilà, le pardon, il est présent. Les hommes poissons. Regardez par rapport à comment il s'appelle le poulpe dans Arlong Park. J'ai des problèmes avec les prénoms, hein. Avec les noms, vous le savez. Je me rappelle plus son nom. Enfin bref, vous voyez de qui je veux parler. Eh bien, Nami a eu du mal, mais Nami a quand même pardonné. Donc il y a quand même eu quelque chose qui a été fait. Je trouve que non, le pardon est vraiment énormément présent au niveau de One Piece. Donc Flamingo, on peut pas le pardonner non plus. Ça, c'est une autre chose. Mais non, il y a beaucoup de rédemption et il y a quand même beaucoup de côté gentil des personnes. Donc le pardon du Tenryubito qui a été sauvé par la maman de Shirahoshi. Vous voyez, il y a à peu près plein de choses. Là, je fais de tête, mais je suis sûr qu'il y a des choses qui pourront revenir. Et non, personnellement, je trouve pas que c'est quelque chose qui est véhiculé. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être un truc qui est mal véhiculé, c'est la femme. La femme dans One Piece, je pense peut-être qu'il y a peut-être des soucis, mais après, je trouve pas qu'il y ait de mauvais messages dans One Piece, je trouve justement qu'il y ait plein de messages, l'accomplissement des rêves. Je suis en train de faire des vidéos avec vous, on est en train de faire des expos un petit peu partout, on veut mettre en place un musée. Pourquoi ? Parce que ça, c'est un rêve que j'ai depuis que je suis au Canada et que je ne faisais pas encore de vidéos au niveau de One Piece, et c'est un rêve qui va se réaliser, donc c'est quelque chose qui est là. Donc oui, non, pour moi, je trouve qu'il y a énormément de bons messages dans One Piece et il y en a très peu de mauvais. C'était la dernière question au niveau de cette question-réponse. Je pense, en fonction de comment vous allez réagir, peut-être qu'on en fera d'autres quand il y aura par exemple, quand il y aura des chapitres en pause ou des trucs comme ça, ces trucs qu'on remettra. Je viendrai sur Facebook la prochaine fois pour les questions-réponses. Là, j'ai voulu être au niveau de Twitter. Encore une fois, si vous avez bien aimé, aidez-moi au niveau de Tipeee et au niveau de Utip. Parlez-en autour de vous, partagez, laissez des commentaires et surtout, laissez des commentaires, dites-moi tout ça, vos réponses aussi par rapport aux différentes questions. Répondez entre vous toujours, vu que vous êtes une putain de bonne communauté, toujours avec respect et même avec blague. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et surtout, il ne faut pas oublier le principal, c'est pour ça qu'on est tous ensemble. One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.